Bonjour les amis, vous vous intéressez aux cours de psychologie, vous préparez vos examens d'État, vous êtes à l'école supérieure où vous avez les cours de psychologie, cette vidéo vous concerne. Maintenant, nous allons aborder la psychologie proprement dite. Le cours de psychologie selon le programme scolaire est subdivisé en 4 grandes parties. La vie active, la vie affective, la vie cognitive et la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Pourquoi nous commençons par la vie active? Vous voyez dans active, activité. C'est-à-dire nous voulons étudier le comportement qui est une réaction d'un individu à un stimulus dans un milieu quelconque. Eh bien, nous allons commencer par vérifier qu'est-ce qui est à la base de l'activité d'une personne. Alors, à la base de l'activité d'une personne, on peut trouver un certain nombre d'éléments. Je vais d'abord donner un exemple. Lorsque vous prenez les grains de maïs ou d'arachide ou de haricots, que vous les mettez dans le sol, eh bien, quelle que soit la direction que vous allez donner à ces grains que vous mettez dans le sol, vous les mettez latéralement, vous les mettez verticalement, vous les mettez obliquement, etc. Eh bien, quand la plante va pousser, eh bien, les racines iront toujours vers le bas et les feuilles iront vers le haut. Qu'est-ce qui justifie cette orientation-là? Qu'est-ce qui fait que les feuilles ne vont pas dans le sol et les racines dans l'air? Eh bien, c'est un mécanisme qu'on appelle les tropismes. Les tropismes, c'est quoi? C'est un mouvement d'orientation de la part des plantes ou de certains animaux vis-à-vis de certains agents chimiques ou physiques. Donc, les feuilles vont vers le soleil, les racines sont attirées vers le sol. On appelle ça les tropismes. Nous avons les réflexes. Vous imaginez par exemple quelqu'un qui est en train de marcher, et puis à sa droite, dans le buisson, il y a un serpent qui sort. Et lui, il fait un mouvement brusque comme ça, sans réfléchir, mais dans ce mouvement, il a bousculé quelqu'un qui lui va tomber. Il lui dira « excuse-moi, je n'ai pas fait exprès ». Donc c'est un mouvement réflexe. Il a voulu se protéger, sans réfléchir, paf, il a fait ce mouvement-là. Donc on peut faire un geste parce que tout simplement, on a été effrayé, on a voulu éviter quelque chose et il y a un mouvement réflexe qui s'est effectué. Du point de vue physiologique, nous avons parlé du réflexe pour dire que lorsqu'il y a un excitant extérieur qui nous touche, mais pas de manière intense, eh bien, on peut retirer sa main ou son pied tout en continuant à dormir. Vous avez certains animaux, vous avez coupé la tête, mais vous piquez la patte d'une grenouille, vous voyez que la grenouille va quand même retirer la patte alors qu'on a déjà décapité. Mais ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que c'est encore le mouvement réflexe qui vont continuer jusqu'à un certain moment. Donc on appelle les réflexes un mouvement, une réaction simple et automatique d'un organe ou d'une partie du corps en réponse à une excitation. Et du point de vue physiologique, c'est un mouvement commandé par les systèmes nerveux inférieurs. Du point de vue physiologique, c'est une réaction déclenchée par une excitation agissant sur la terminaison nerveuse sensitive sans intervention des centres nerveux supérieurs. L'excitation est réfléchie au niveau de la moelle épinière. C'est un mode de réaction représentant certaines caractéristiques. C'est une réaction innée, c'est une réaction stéréotypée, c'est-à-dire toujours de la même manière, et c'est une réaction automatique. Il y a des lois auxquelles obéit le mouvement réflexe. La première loi, c'est la loi des coordinations ou des finalités. Tout a une fin. Un mouvement réflexe a toujours un but, la protection de l'individu. Vous avez la loi de la localisation. C'est-à-dire, si j'ai été piqué dans une région de mon corps, la réaction viendra de ce milieu-là. On ne peut pas me piquer à l'orteil et moi je retire la main, ça n'a pas de sens. On retire la partie qui a été touchée. On appelle ça la loi de la localisation. Il y a une autre loi qui s'appelle la loi d'irradiation. Irradiation, ça veut dire qu'on peut vous piquer quelque part, d'accord, mais la piqûre est quand même assez forte pour qu'il y ait une irradiation à travers le corps. Ça nous est déjà arrivé, hein, que vous marchez, vous n'avez pas bien regardé, vous êtes pieds nus et vous cognez à un caillou. Et là, vous sentez comme s'il y avait un courant électrique qui traverse le corps. C'est ça, l'irradiation. Et puis, il y a la loi des facilitations. Plus un mouvement réflexe est fréquent, plus il devient facile. Il y a aussi la loi qu'on appelle la loi de sommation. La loi de sommation, ça veut dire, si on pique légèrement à gauche et à droite, etc., mais je ne vais pas retirer d'abord le pied, retirer la main. Quand on tressaillit, c'est comme si on répondait. On avait sommé, on avait additionné les réactions diverses qui auraient dû se passer dans
les différentes parties du corps, eh bien, on tressaillit. Ça, c'est la loi des sommations. Vous avez la loi qu'on appelle loi de fatigabilité. Vous piquez légèrement, je retire, vous piquez légèrement, je retire, vous piquez, mais continuez à piquer un moment, je ne peux pas retirer, c'est comme s'il y avait une fatigue quelque part. Vous avez la loi d'inhibition, ça veut dire, si vous avez deux excitants qui vont se faire en même temps, eh bien, le fait que l'un prend le dessus, il va provoquer l'inhibition de l'autre. Qu'on peut aussi créer un réflexe. Pavlov a fait cette expérience. Vous avez le chien devant vous, vous représentez la poudre de viande, le chien va saliver. Donc le schéma devient poudre de viande, salivation. Poudre de viande, salivation, poudre de viande, salivation. Et arrive un moment où on sonne. On n'a pas présenté la poudre de viande, le chien va quand même saliver. On sonne. On n'a pas présenté la poudre de viande, le chien va quand même saliver. Et si on continue, il viendra un moment où on sonne, le chien ne salive plus. La sonnerie en elle-même ne provoque rien. Mais quand on sonne, on associe la viande et le chien va saliver. À ce moment-là, la sonnerie devient un excitant conditionnel. La viande, c'est un excitant inconditionnel. Et lorsque on a sonné et que le chien salive, c'est aussi une réponse conditionnelle. Alors que quand il salive parce qu'il a présenté la poudre de viande, c'est un réflexe inconditionnel. Donc vous avez des choses que nous allons faire par réflexe, parce que l'organisme veut se protéger, c'est le premier point dans la vie active. Et puis vous avez aussi un autre point qu'on appelle les instincts, une disposition innée chez certains animaux qui font qu'ils vont faire certaines choses même sans les avoir appris. C'est ça qu'on appelle les instincts. Lorsque vous achetez une chèvre qui est pleine, vous la mettez dans votre prairie, et la chèvre un jour met bas. Parce que quand vous l'avez pris, elle était pleine. Quand le petit bouc va devenir grand, il saura comment on monte sur la femelle. À ce moment-là, vous allez dire, mais qui lui a appris? C'est des choses qui viennent par instinct. Donc l'instinct, c'est une disposition innée qui détermine un animal à agir dans un sens donné et d'une manière propre, suivant sa nature et sa structure physiologique. Quelles sont les caractéristiques de l'instinct? L'instinct est inné, c'est-à-dire non appris. L'instinct est uniforme et spécifique. Ça veut dire, si vous prenez certains oiseaux, ils ont leurs nids qui sont les mêmes, uniformes, et selon leur espèce, c'est cette espèce-là fait de cette manière-là. C'est pour ça qu'on dit l'instinct est uniforme et spécifique. L'instinct est invariable. Ça veut dire, les oiseaux comme les tisserands font leur nid aujourd'hui comme ils ont fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais attention, il peut y avoir aussi une adaptation au milieu. C'est-à-dire, si l'oiseau veut faire son nid et que le matériel n'est pas dans le parage, il n'est pas impossible qu'il prenne autre chose et qu'avec ça, il s'en serve. L'instinct est aveugle et il réfléchit. L'instinct est utile, donc ça sert toujours à quelque chose. L'instinct, en général, est au service des besoins vitaux. Quelles sont les lois des instincts? Première loi, l'individualisation des instincts ou spécialisation des instincts. Ça veut donc dire qu'un instinct qui s'est satisfait dans un objet aura tendance à ne se satisfaire que dans cet objet-là. Prenez l'exemple de l'instinct d'alimentation. Et alors l'enfant vient au monde, vous lui donnez du foufou, etc. Et vous ne lui avez donné que ça pendant toute sa vie. Il viendra un moment où il va dire à ses collègues, nous hier nous n'avons pas mangé. Et quand il dit nous hier on n'a pas mangé, il veut dire nous n'avons pas mangé du foufou. Pour lui, manger, c'est avoir mangé du foufou. Voilà que l'instinct de nutrition chez lui s'est spécialisé au point que s'il n'a pas l'objet avec lequel on l'a habitué, eh bien, l'enfant a l'impression qu'il n'a pas mangé, qu'il a jeûné. Il y a aussi ce qu'on appelle caducité des instincts. Ça veut dire certains instincts auxquels les sujets ne se livrent pas, ils vont finir par disparaître, ils ne vont plus réapparaître. Ensuite, on a la neutralisation des instincts ou la confluence des instincts. Si un objet est susceptible d'éveiller deux tendances contraires, le fait de développer l'une entraîne l'inhibition de l'autre. C'est ce qu'on appelle neutralisation des instincts ou confluence des instincts. On pose la question de savoir, est-ce qu'on peut parler de l'instinct chez l'homme? Nous répondons que probablement chez les petits-enfants. Mais au fur et à mesure que l'individu grandit, il ne va plus se comporter par instinct, il va se comporter par la volonté que nous verrons
beaucoup plus tard. Nous l'avons dit, notre préoccupation en tant que psychologue, c'est de chercher de comprendre un être humain. Quand quelqu'un a posé un acte, la question qu'on lui posera la première, c'est souvent « Pourquoi tu as fait ça ?» Et lui va réfléchir, il peut avoir une réponse, et il peut ne pas avoir la réponse. Quand nous posons la question « Pourquoi tu as fait ça ?» nous voulons savoir « Mais qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui est à la base ?» Et c'est en fonction de ce qui les motive qu'on va juger la valeur d'un homme. Est-ce que vous avez agi par instinct parce que vous ne savez pas vous maîtriser? Est-ce que c'est un réflexe qui vous est arrivé comme ça? Etc. Ben, ça, c'était donc une première partie de la vie active que nous allons compléter prochainement dans un autre livre avec ce qu'on appelle l'activité volontaire. Donc c'est pour dire, si nous avons conclu que l'être humain ne doit pas se comporter, ne doit pas être guidé par les instincts, ben, il sera guidé par quoi? Par l'intelligence, par la volonté, etc. Ça, nous verrons plus tard, ça s'appelle l'activité volontaire.